L'interview politique. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en compagnie de mes invités ce matin. À mes studios, studio à mes côtés, Raphaël Labreuil, conseiller municipal Les Républicains de la commune de Chelles. Bonjour. Bonjour à tous. Nathan Petit, secrétaire général du mouvement Génération, des jeunes Génération. Alexandre de Galzin, responsable du service politique en charge du Rassemblement national chez Livre Noire. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et au téléphone, nous avons Baptiste Ménard, président de l'association l'Union républicaine et engagé auprès de Bernard Cazeneuve. Bonjour Baptiste. Bonjour Karil, bonjour à tous. Alors, lors de sa conférence de presse le mardi dernier, le chef de l'État a décrété le réarmement civique et démographique. C'est le sujet de notre débat. D'abord, un petit tour de table rapide. Comment avez-vous trouvé cette conférence de presse, Alexandre ? C'était une conférence de presse jupitérienne. J'ai l'impression que Emmanuel Macron en fait renoue un peu avec les origines, et en fait on a vu que il avait un peu préempté beaucoup de fonctions de Gabriel Attal, et que on a l'impression que il veut se réinvestir réellement dans la gestion du pays. Je précise que 60% des Français n'ont pas été convaincus par cette conférence de presse. Ouais, Nathan ? On a pu assister en direct à la renaissance finalement de l'ORTF, puisque c'était une conférence de presse dans un style presque années 60, avec un président tout-puissant qui dicte le tempo. Donc non, c'est très peu convaincu par cette conférence de presse qui marque vraiment le tournant conservateur final du Nouveau Monde. Voilà. Donc ça commence fort là. Raphaël ? Non, après, on peut parler de la forme, mais sur le fond, il y a quand même quelques annonces qui sont intéressantes. Après, ça va être le grand sujet, c'est après les annonces, les actes. Et donc, c'est ça qu'on attend. Baptiste, et vous ? Écoutez, après les annonces du président de la République qui souhaite mettre le théâtre au cœur des enseignements, on se rend compte que lui ne veut pas quitter la scène. Et effectivement, il prend la place de Gabriel Attal, dont il venait à peine de le nommer, pour fixer le cap, et on se demande ce que va pouvoir annoncer le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale devant le Parlement, même si d'ailleurs le président a annoncé qu'il souhaitait le contourner au maximum en prenant plutôt des décrets, ce qui pose d'ailleurs un problème démocratique. On en parlera. Lors de cette conférence de presse, le chef de l'État a affirmé la nécessité d'un réarmement civique de la nation dès l'enfance. Il a ainsi décliné certaines mesures telles que la reprise du contrôle des écrans, le renforcement des cours d'éducation civique, la généralisation de l'uniforme scolaire en 2026 après une expérimentation dans certaines écoles dès la rentrée prochaine. Le journal Libération avait titré au lendemain de cette conférence de presse « Vieille France ». Est-ce que vous partagez cet avis en voyant ces mesures, Raphaël ? Pas du tout, ça va pas étonner grand monde. Non, les annonces, on aurait pu nous les porter, et on les porte. C'est des choses qui nous parlent. Le port de l'uniforme, ce genre de choses, c'est tout à fait intéressant. Après, on va voir comment ça va être mis en place. C'est déjà mis en place en 2 temps, avec une première expérimentation sur 100 établissements, puis après peut-être la généralisation en 2026. Mais pour l'instant, oui, on est tout à fait favorable, et ça va dans le bon sens selon nous. Il était temps de revenir à cette pratique. Non, mais c'est vrai que dans l'absolu, il y a eu de bonnes mesures qui ont été annoncées. Alors le problème, c'est effectivement, comme le disait Raphaël, qu'il y a toujours un écart entre en fait ce qui est annoncé par le président, ce qui se réalise, et puis effectivement, il y a aussi des formules malheureuses. Sur, par exemple, je pense au sujet de l'insécurité de Crépol, où par exemple, il disait que c'est la raison pour laquelle il y a eu ce terrible assassinat il y a quelques semaines maintenant, c'est que les criminels n'allaient pas assez à la mer, n'allaient pas assez en vacances à la montagne. Donc en fait, on voit que sur ce plan précis, il est encore complètement à côté de la plaque. Mais c'est vrai que pour ce qui est du reste, on a l'impression qu'il y a quelque chose très tourné sur l'enfance, sur l'avenir, dans toute la conférence de presse. Alors faut voir jusqu'où ça mène. Peut-être que c'est en plus en lien avec le fait que Gabriel Attal soit passé de ministre de l'Éducation à Premier ministre. Il y a une sorte d'élan de jeunesse, j'ai envie de dire, qui souffle sur le... Mais sur la question de l'uniforme scolaire, est-ce que c'est intéressant pour... Ça résoudra probablement pas beaucoup de problèmes, mais dans l'idée, c'est pas inintéressant non plus. Nathan, il y a une différence pour vous, j'imagine.
Ah moi, en écoutant cette conférence de presse, j'avais une pensée pour ce pauvre Raphaël et ces pauvres LR qui, année, se font piller leur programme par la Macronie. C'est quand même terrible. Et on le voit une nouvelle fois avec le ralliement surprise de Rachida Dati qui est devenue ministre de la Culture. Donc oui, vieille France, pour moi, le mot est juste. On parle de l'uniforme. Alors déjà, il ne faut pas dire revenir parce qu'il faudra me dire à quel moment de l'histoire de France l'uniforme a été obligatoire dans nos écoles publiques. Donc il ne s'agit pas de revenir, mais d'instaurer une nouvelle mesure, et surtout une mesure qui ne résoudra pas les inégalités sociales, qui n'empêchera pas le harcèlement scolaire. Il y a eu des études là-dessus, c'est de l'habillage, c'est une mesure d'habillage pour contenter une partie de son électorat, pour se positionner en président garant de l'ordre. Voilà. C'est l'image que souhaitait donner Emmanuel Macron, un président garant d'une certaine forme d'ordre, qui veut faire plaisir à une frange de son électorat et qui rogne toujours un peu plus sur sa droite. Hein. On est quand même très loin du nouveau monde macronien de 2017, du ni droite ni gauche. Là, ça ressemble vraiment à droite et droite finalement. Baptiste, même constat, un président qui chasse sur le terrain de la droite? Oui, malheureusement, nous étions quittés à la fin de l'année 2023 sur la loi de la honte et le vote de la honte avec les voix du Rassemblement national qui ont permis l'adoption de la loi immigration. Et 2024 confirme la pente sur laquelle le président de la République s'est inscrit. Je rejoins ce que dit Nathan. Effectivement, on se demande pourquoi les LR ne rejoignent pas directement le gouvernement, puisque finalement, une grande majorité des mesures qu'ils prônent depuis des années sont désormais appliquées au gouvernement. Alors après, il y a quelques annonces que moi j'accueillais plutôt favorablement, par exemple sur l'introduction de cours de théâtre, de cours d'histoire de l'art, de renforcement de l'instruction civique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les moyens donnés à l'éducation nationale pour permettre aux enseignants de dispenser ces enseignements dans de bonnes conditions. Revenons sur la généralisation du service national universel. C'est une mesure assez particulière pour, j'imagine, ceux de droite qui sont attachés au patriotisme, au souvenir du service militaire. C'est gadget, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que c'est les scouts, mais sans dynamisme, etc. Enfin, c'est vide, il n'y a aucune... Mais c'est assez particulier pour vous à droite. Vous souhaitez l'ordre, on vous demande de mettre des mesures assez autoritaires. Vous, la droite, c'est pas dire que oui, on veut que tous les gens marchent comme ça. Non, ça va. On n'est pas encore là. Mais non, mais c'est vrai que c'est tellement ridicule. C'est-à-dire que en fait, service national universel, ils vont faire quoi? Enfin, les images qu'on a vues, ils sont en train de marcher comme ça, ils se tiennent à moitié au garde à vous. Et puis, attendez, je sais plus, il y a eu des agressions dans tous les sens et compagnie pendant les tests qui ont été faits. Moi, j'ai très peur du jour où ça arrivera, un petit service militaire pour le coup, à la limite. Ça peut. Mais pas des SADU. D'accord. Non, moi j'aurais plutôt tendance à considérer que la période de la jeunesse et notamment de l'adolescence, puisque c'est la période concernée par le SNU, doit être une période d'émancipation, de l'ouverture de l'esprit critique. Et non, le SNU est complètement à rebours. C'est complètement illusoire en fait de penser qu'en faisant marcher quelques jeunes au pas de loi en uniforme en plein soleil, on pourra leur enseigner quelques valeurs qu'on voudrait leur enseigner. C'est ridicule. C'est un gâchis monumental d'argent. Comment on peut réarmer civiquement les jeunes aujourd'hui? Bon, déjà, avec l'épisode des émeutes. Bon, oui, déjà, Baptiste, je pense que tu prends la parole après. Bon, déjà, je n'emploierai pas le mot réarmer civiquement. C'est dérangeant à gauche. Mais la solution, réarmétiquement, on est vraiment toujours dans cette logique guerrière qui dure depuis le Covid. Nous sommes en guerre, là, c'est vraiment, le président se veut un général d'armée imaginaire finalement. Donc non, je ne parlerai pas à ce terme. Mais oui, mais pour régler les crises, déjà, on a une crise aujourd'hui en France de services publics, de quartiers qui sont aujourd'hui privés de services publics, qui sont privés de soutien de l'État. C'est aujourd'hui ça la priorité. Si on veut réinvestir les quartiers prioritaires, les quartiers politiques de la ville, il faut remettre des moyens, il faut remettre des services publics. Baptiste? Oui, écoutez, moi c'était pour dire, effectivement, je pense que le service national universel, personne n'en comprend le sens, si ce n'est effectivement une forme de nostalgie d'un service militaire disparu il y a maintenant quelques années. Moi je pense qu'aujourd'hui on devrait plutôt mettre le paquet et les moyens sur le service civique qui se déploie moins fort qu'auparavant. Or, tous les jeunes qui y sont passés sur la base du volontariat, et je pense que c'est ça qui est aussi très important et qui doit être souligné et valorisé, il faut remettre les moyens. Et puis ensuite, moi personnellement, je défends depuis très longtemps
la création d'un statut du pré-majeur, parce que nous savons aujourd'hui dans notre pays que les jeunes, à partir de l'âge de 16 ans, obtiennent un certain nombre de droits, peuvent passer le BAFA, peuvent passer le permis de conduire, et finalement le passage à la majorité se fait un peu brutalement, et donc nous devrions plutôt stimuler ça avec en permettant l'accession de nouveaux droits, comme par exemple le vote à 16 ans. Et puis le dernier dispositif qui doit être déployé, c'est évidemment la démocratie participative, et en particulier au niveau local. Le président de la République parle de réarmement civique. Avant de réarmer les uns et les autres, il faut donner les outils de bien comprendre la démocratie à travers des dispositifs qui existent, les conseils municipaux de jeunes, les budgets participatifs, qui sont une manière effectivement de dire à la jeunesse de ce pays qu'on l'entend, qu'elle a des propositions, qu'elle a une vision du monde à exposer et qu'elle peut participer au niveau local et pourquoi pas demain au niveau national à l'élaboration des politiques publiques. Pardon Baptiste, mais lorsqu'on se rappelle des épisodes des émeutes urbaines, on peut quand même dire qu'il y a une crise civique de la jeunesse en France. Mais cette crise civique, elle a bien évidemment, comment dirais-je, des racines. Et ces racines, c'est le fait qu'un certain nombre de jeunes de notre pays sont dans une situation de désespérance parce qu'ils voient bien que la promesse républicaine n'est pas tenue, que ce n'est plus une réalité. Et donc, quand vous avez le sentiment que parce que vous n'êtes pas né au bon endroit, on ne vous donnera pas les mêmes chances, on ne vous donnera pas les mêmes moyens à l'école, on ne vous permettra pas d'accéder à l'emploi dans de bonnes conditions malgré tout le mérite que vous avez, eh bien, évidemment, cela permet j'allais dire, un certain nombre de communautaristes, de radicaux, de se mettre dans ces interstices, finalement, dans ces failles républicaines pour pouvoir diffuser des contenus de haine et appeler à la violence. Et donc, la responsabilité de l'État, la responsabilité des élus locaux, c'est de réinsérer les jeunes dans la démocratie locale et faire en sorte que la promesse républicaine ne soit pas simplement un mot écrit sur le fronton de nos mairies, mais qu'elle soit une réalité dans leur quotidien. Ça tombe bien, on a un jeune conseiller municipal. Je pense qu'il partage votre avis, Raphaël. Alors, je partage, oui et non, parce que là, on a eu toute une litanie d'un constat qu'on a tous, c'est qu'il y a une perte de repères chez la jeunesse. Et la réponse qui vient d'être formulée, c'est tout sauf, par exemple, un engagement civique. Pour moi, le SNU va dans ce sens-là. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond véritablement le SNU, mais on imagine bien l'objectif premier. Et donc, pourquoi pas ? Et donc, je suis étonné, après toute cette litanie effectivement, il y a un problème d'engagement chez les jeunes. La réponse est oui, mais surtout pas de SNU. Moi, j'attends de voir. La gauche a pas de l'autorité. Excusez-moi, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que le service civique était plus adapté parce qu'il permet justement une base de volontariat. Il faut faire attention. Les jeunes s'engagent partout dans notre pays. Ils créent des associations. Ils se battent pour des causes qui leur tiennent à cœur. La cause animale, l'égalité femmes-hommes, la lutte antiraciste. Mais il n'y a pas de débouché politique dans le cadre de nos institutions actuelles. Donc voilà ce que je dis. Alors ça, je suis pas d'accord. Pour moi, il y a des débouchés. Toujours, enfin, il faut vouloir s'engager. Vous avez parlé des conseils, un conseil municipal des enfants ou des jeunes dans certaines villes. Ça marche. Les résultats sont là et les jeunes sont... Alors certes, après ça c'est à la main des maires et puis c'est leur choix de vouloir le développer ou pas. Mais je pense qu'il faut que ça marche sur deux jambes. Vous parlez du volontariat pour le service civique. Oui, très bien. Donc ça, c'est pour des jeunes qui veulent s'engager et aller plus loin dans l'engagement. Pourquoi pas ? Mais pour toucher la large majorité des jeunes, l'engagement, le volontariat ne suffira pas. Donc pourquoi pas un SNU ? Je ne sais pas. Ça peut être cette forme-là ou un autre. Mais on a tous constaté avec les émeutes qu'il y a une bonne partie de notre jeunesse qui est ou perdue où on voit de perdition, et donc il faut les ramener. Est-ce que c'est par le SNU ? Je ne sais pas, mais il faut essayer de toucher le plus grand nombre. Et je ne suis pas sûr que le volontariat seul puisse ramener cette majorité de jeunes vers le champ républicain. Alexandre ? Moi, il a parlé de quartiers qui ne sont pas en cours, il y a des jeunes qui ne sont pas véritablement intégrés à la République.
Bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui dérive un peu à un certain communautarisme, je pense que c'est un peu votre sujet chez Livre Noir. Bah, y a un peu de ça, oui. Non, mais c'est vrai que bon, moi, je comprends pourquoi monsieur est au jeune avec Cazeneuve, parce que ça fait 40 ans qu'on entend ce discours-là. Finalement, oui, c'est vrai que faut plus de démocratie, En fait, les gens, ils en ont... Enfin, pardon, mais les gens qui vivent dans ce quartier, qui font les émeutes, ils en ont rien à taper de la démocratie, ils en ont rien à cirer de tout ce qui est de la promesse républicaine. En fait, tout simplement, les types, ils ont des résultats scolaires qui sont déplorables parce qu'il n'y a plus d'autorité dans les écoles. Ça, c'est quand même le premier point. Le maître n'est plus respecté. On connaît bien aussi votre identité. Ensuite, je m'en cache pas. Hein. Ensuite, deuxième point, on voit que, en fait, il y a eu des familles monoparentales. Je crois que un émeutier sur deux quasiment venait d'une famille monoparentale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autorité à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, quand ils sont chez eux, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Et en fait, c'est-à-dire qu'il y a plus de contrôle à ce niveau-là. C'est-à-dire que la première question, c'est pas de se dire ah oui, est-ce qu'on va lui offrir un stage à la montagne, ou est-ce qu'on va faire un SNU quand il aura 16 ans, 17 ans. C'est-à-dire qu'en fait, le premier point, c'est déjà de rétablir l'ordre pour y arriver. Et ensuite, à partir du moment où l'ordre est rétabli, ce qui n'est pas particulièrement le cas non plus, ce qu'on pourra faire, c'est que effectivement, on pourra mettre en place plusieurs choses, mais mettre un SNU, parler de promesses républicaines, de classe de maire, et puis de remettre de la démocratie dans les quartiers. Excusez-moi, remettre de la démocratie dans les quartiers. Enfin, ils en ont rien à cirer. Donc c'est amusant, hein, mais on en a parlé à Nathan. On retrouve la stigmatisation des familles monoparentales. Mais pas du tout. On en a parlé à Nathan. Vous dites cela sans vous interroger sur les conditions de vie de ces femmes seules qui souvent exercent des professions. Écoutez, c'est exactement ce que je dis. Au contraire, si vous aviez écouté, vous auriez compris que justement ce que je déplore, c'est le fait que en fait ils sont obligés ils vivent dans un cadre qui soit aussi peu cadré. Et effectivement, quand on est désolé, quand on est une mère de famille seule qui a 2 ou 3 enfants et qui doit travailler, et en fait on n'a pas le temps de s'occuper de 3-4 gosses. Et en fait, au bout d'un moment, c'est vrai que forcément il y a moins d'autorité à la maison. J'ai pas dit que c'était de sa faute, c'est simplement un fait. Attends. Alors, je vais me permettre d'intervenir pour dire que aujourd'hui, la crise qui traverse les quartiers, c'est avant tout une crise d'inégalité économique. Moi, si je peux bien sûr être d'accord avec les idées de démocratie locale, de faire participer les jeunes, de leur donner des perspectives politiques, aujourd'hui, il faut aussi leur donner des perspectives économiques. Tout à l'heure, Baptiste... Mais le gouvernement investit dans le plan de la ville, dans les quartiers... Tout à l'heure, Baptiste a évoqué le fait que dans ces quartiers, il y avait un sentiment de ne pas avoir de perspective, de ne pas avoir les mêmes chances que les autres. Ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité, c'est un fait. Aujourd'hui, les enfants, les jeunes qui naissent dans ces quartiers, qui naissent dans ces familles défavorisées, n'ont pas les mêmes chances, n'ont pas les mêmes opportunités de réussite. Pourquoi derrière l'investissement économique, on ne peut pas aussi parler d'ordre? Mais parce que gauche, c'est quoi? C'est un totem pour vous? La gauche peut-être peur de perdre ses électeurs, ou c'est une vision que vous avez de la société? Mais pour nous, si on veut, entre guillemets, et je vraiment utiliser ce mot, mais si on veut restaurer l'ordre, le plus important, c'est d'offrir des perspectives à ces jeunes, des perspectives économiques, des perspectives d'égalité et de justice sociale. Si aujourd'hui, ces jeunes ont le sentiment que finalement, leur seul exutoire, leur seul échappatoire, c'est cette violence, qu'il n'y a plus de perspective, qu'il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir pour les jeunes dans ces quartiers, il n'y a plus d'échappatoire possible pour sortir de leurs conditions matérielles d'existence. C'est ça qui a provoqué les événements récents. C'est à ce problème-là qu'il faut s'attaquer en priorité. Pour moi, c'est une logique élémentaire. Romans sur Isère, à côté de Crépol, en 10 ans, 150 millions qui a été dépensés dans le quartier. D'accord? Vous pensez que c'est un problème économique? Vous êtes en train de dire qu'en fait, oui, parce qu'ils n'ont plus d'argent, en fait, ils vont aller assassiner des gens. 150 millions qui ont été dépensés en quelques années. D'accord? En fait, à partir de ce moment-là... On parle aussi d'enfants français, hein? Mais bien sûr. Oui, je te préciser. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais Romans sur Isère, 150 millions qui a été dépensés dans le quartier. Paf. Ok. Mais alors, on peut dépenser des millions dans les quartiers, mais il faut aussi voir comment aujourd'hui ces millions sont investis. Et 150 millions par ailleurs, c'est pas non plus énorme. Aujourd'hui, on est en économie. Ah bon, c'est quand même fort. Et aussi, on a tout un réinvestissement à faire aujourd'hui dans notre éducation nationale, dans le système scolaire. Renforcer les cours d'éducation civique, ça vous va, ça vous convient? Oui, on peut renforcer les cours d'éducation civique, c'est gentil, mais il s'agit aussi de redonner des moyens aux professeurs, de redonner des moyens dans des lycées. Aujourd'hui, comment aller expliquer
à un jeune qu'il a les mêmes opportunités de réussite professionnelle, alors que encore cette semaine, on a dans les médias une polémique autour de notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, s'il vous plaît, dont on apprend qu'elle se permet de contourner le système pour faire en sorte que son fils ait accès aux meilleures institutions. C'est cette inégalité-là, cette injustice sociale-là qui crée la violence aujourd'hui. Un dernier mot, on passe à alors l'autre entre nous, sujet. je suis pas sûr que Stanislas soit le meilleur établissement. Au regard de ce qui a été dit et des éléments qui sont tenus à disposition du public. Si je peux juste conclure cette partie-là, ça me dérange un petit peu que Nathan ou Baptiste, vous marchez que sur une jambe. C'est-à-dire que la réponse aux émeutes, c'est parce qu'économiquement, on leur donne pas les clés. Alors que depuis l'ANRU, depuis 20 ans, 25 ans, on n'a fait que ça, justement. D'investir dans les quartiers, mettre des lieux de culture au sein des QPV, mettre des espaces emploi, faire des bourses étudiants, etc. On n'a fait que ça. Le résultat, c'est les émeutes de juin, et donc il n'est pas très probant. Donc pour moi, pour nous, il faut qu'on marche sur deux jambes. Il y a à la fois tout ça, et il faut continuer à le développer. Il y a aussi le retour de l'ordre, de l'autorité, à la fois la responsabilisation des parents, à la fois renforcer le rôle de l'école et renforcer le rôle de l'État. Ni Nathan, non mais je crois qu'il ne faut pas caricaturer, ni Nathan ni moi n'avons dit qu'il fallait marcher que sur une jambe. Nous avons juste dit que, en tout cas, cette jambe-là, et c'est pour ça que nous insistons dessus, le gouvernement l'écarte totalement. Donc, à un moment donné, c'est une réalité. On passe à l'autre sujet. Attendez, c'est une réalité. Et l'autre élément, dernière chose que je voulais dire, je crois qu'il faut aussi développer une véritable politique de la parentalité. Parents, c'est le seul métier qu'on n'apprend pas. Tradition. Et nous avons vu, on parle du réarmement démographique maintenant. On passe à un autre sujet. Voilà, face à la hausse de l'infertilité, le chef de l'État a aussi parlé de réarmement démographique, pour relancer la natalité en France. Je précise que le nombre de naissances a reculé de 6,6% en 2023. Est-ce que le président fait bien de se saisir de ce sujet-là? Mais attendez, il y a déjà un paradoxe concernant le président de la République. C'est quand même particulier de vouloir annoncer, vouloir lutter contre l'infertilité, alors même qu'il est, avec son gouvernement, à l'origine de la prolongation de l'utilisation du glyphosate, qui est connu pour rendre infertile. A-t-il lutté contre les perturbateurs endocriniens qui nous empoisonnent aussi au quotidien? Donc, à un moment donné, il faut mettre en cohérence, si vous voulez, les paroles et les actes. Parce que c'est ça aussi qui désespère nos concitoyens, c'est cet écart entre le discours et les actes. Dans les milieux féministes, on parle de mise en place de politiques natalistes profondément contraires à l'autonomie des femmes, qui constituent une régression politique et sociale préoccupante. Nathan, c'est le même constat? Oui, même constat. Bon, je reviendrai pas sur le fait qu'en parlant de réarmement démographique, on est toujours dans cette espèce de rhétorique et guerrière que j'ai encore du mal à comprendre. Mais oui, finalement, on est dans un projet finalement de renvoyer les femmes et plus généralement les familles à leur fonction première, celle de faire des enfants, C'est quoi? C'est la forme qui n'est pas bonne, mais sinon l'idée est correcte selon vous? Non mais alors on peut très bien parler de... Quand vous voyez les chiffres de la natalité, vous avez un peu peur ou pas? Mais on peut très bien parler de la démographie française. Moi, c'est pas un problème avec ça, mais il faut aussi s'interroger pour les causes. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, en 2024, on a envie de faire des enfants? On a les moyens d'avoir et d'élever correctement des enfants, même d'un point de vue économique, alors que ça fait quand même des années qu'on enchaîne les réformes qui pressurisent de plus en plus les plus pauvres. On leur dit, faites des gosses. C'est d'une logique implacable. Et aussi, est-ce qu'aujourd'hui, quand on est un jeune et que la crise climatique se profile à l'horizon, est-ce que c'est une période où on a envie d'avoir des enfants, où on se projette sur l'avenir? C'est très joli de dire faites des enfants, mais il faudrait peut-être s'interroger sur les causes profondes qui font qu'aujourd'hui on ne se sent plus en capacité d'avoir et d'élever des enfants correctement. Alexandre, même constat, le président a manqué du tact. Je rejoindrai totalement sur ce que vous venez de dire. C'est historique, 9h52, la gauche et l'extrême droite qui se réunissent. Effectivement. Non mais en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que vous regardez les chiffres de natalité en France, on est à environ 1,7 enfants par femme. Le désir d'enfants par femme est lui à 2,4. C'est-à-dire au-dessus du seuil de renouvellement. Le désir d'enfant par femme, il y a eu des sondages qui sont faits régulièrement pour est-ce que les femmes souhaiteraient avoir plus d'enfants, etc. si elles en avaient les moyens, si les conditions étaient réunies, c'est au niveau de 2,4. Donc ça, c'est effectivement quelque part la preuve que oui, les femmes dans l'ensemble veulent, et d'ailleurs les couples, parce que c'est pas qu'une histoire de femmes, les couples veulent encore des enfants. Bon, premier constat. Deuxième constat, je rejoins tout à fait le problème du réarmement démographique. Réarmement démographique, pour Emmanuel Macron, le Mozart de l'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, j'aimerais bien avoir plus de cotisants dans 20 ans.
En fait, ça veut dire faites des gosses parce que on en a besoin, parce que mine de rien, ça nous fera un peu plus d'argent pour soutenir les retraites géantes. Donc en fait, à partir de ce moment-là, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord sur l'idée que c'est très sympathique de vouloir avoir relancé la natalité, mais la première question, c'est effectivement une question socio-économique. Aujourd'hui, le prix de l'immobilier pour son premier appart, le prix même d'entretenir son enfant, de le nourrir, etc. C'est énorme. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est vrai que quand on est un jeune couple, à l'époque, dans les années 70, où on pense encore vivre Macron, dans les 30 glorieuses, en fait, on pouvait s'acheter une maison à 25 ans. Aujourd'hui, je crois que l'âge d'acquisition moyen est plus autour de 40 ans. Donc en fait, ça fait peur de faire des enfants. Non, mais en fait, c'est juste que c'est bête, mais faire des enfants, c'est aussi avoir une responsabilité. Ouais. Et à partir du moment où on a une responsabilité, on peut pas dire ah oui, on va pour faire plaisir au président de la République, on va faire des enfants et compagnie, et puis après devoir les jeter à la rue, quoi. Donc oui, c'est vrai qu'il y a cette vraie question socio-économique et à la fois ce fait que potentiellement on n'est pas à un plafond et on peut augmenter, on peut même relancer la natalité française, c'est possible. Raphaël, on a très peu de temps, mais c'est un sujet qui vous intéresse, je crois. Oui, mais je vais être très bref. Je suis tout à fait d'accord, mais pour moi, c'est pas un gros mot de dire qu'il y a aussi un intérêt économique derrière. Notre système de retraite est basé sur ça. C'est-à-dire qu'il faut un nombre de cotisants bien plus important qu'un nombre de retraités. C'est notre choix, on a fait ce choix-là de système, et donc, effectivement, en fait, il y a une certaine logique entre la réforme des retraites qui vient d'être votée par le gouvernement, par le Parlement, à proposition du gouvernement, et là, cette proposition-là, il y a un lien. On fait une réforme des retraites parce qu'on veut garder notre système, mais qui ne sera plus à l'équilibre. Et d'un autre côté, il faut relancer la natalité parce que c'est grâce à cette natalité-là que le système est à l'équilibre. Donc il y a une certaine logique. Et effectivement, on est tous favorables à ce qu'il y ait une vraie politique de natalité en France parce que la jeunesse, le renouvellement de génération, c'est l'avenir. Et donc on est tous favorables à ce que on puisse être aidé à pouvoir avoir des enfants et donc à renouveler les générations. On va terminer avec un sujet d'actualité politique. Baptiste, on est très pris par le temps. Vous avez 1 minute chacun. Dans ce duel qui s'annonce entre Bardella et Gabriel Attal, quelle est la place aujourd'hui de vos différents mouvements LR? Comment LR peut peser dans ce duel? C'est très simple. Comment on peut peser? On regarde juste le travail qui a été réalisé par nos députés européens, et je pense à notre tête de liste François-Xavier Bellamy. Qui n'est pas très bon dans les sondages actuellement. On aura peut-être une très bonne surprise. Mais on regarde juste le nombre d'amendements déposés, le nombre d'heures en séance, et ces interventions publiques. Si on a bien un député français qui a pesé en Europe, c'est bien lui. Avec un nombre d'amendements assez important et qui a vraiment travaillé en profondeur tous les sujets. Donc, si on veut envoyer des députés qui représentent vraiment les intérêts des Français et qui travaillent vraiment pour l'Europe et non pour avoir un siège parce que ça fait bien et ne jamais siéger. Je pense à un candidat d'extrême droite qui ne siège jamais au Conseil régional d'Île-de-France alors qu'il a été tête de liste pour les régionales. Il fera sans doute la même chose au Parlement européen. Donc il faut mieux envoyer des députés qui travaillent vraiment et qui siègent vraiment pour nos intérêts. Et qui a fait l'objet de compléments d'enquête. L'enjeu pour la gauche, c'est la bascule du Parlement européen. Elle est à notre portée et elle dépend de notre mobilisation. C'est en faisant changer la majorité au Parlement européen que nous pouvons mettre à l'ordre du jour des véritables politiques de défense commune, de transition écologique et de remettre le citoyen aussi au cœur de nos institutions européennes. Ça en vaut la peine. Alexandre, oui, vous avez écrit un édito tout récemment sur le complément d'enquête de Jordan Bardella. Oui, tout à fait. Alors, moi, contrairement à tous ceux qui sont présents ici, j'ai envie de dire que je ne suis pas militant ni partisan. Non. Voilà, mais simplement moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Raphaël vient de dire. C'est-à-dire qu'il y a le problème de Jordan Bardella, c'est qu'en fait, il a aucun bilan européen. Il n'a absolument pas travaillé à ce niveau-là. Lui, c'est un chef de parti. Mais il est en tête des sondages. C'est quand même bizarre. Mais en fait, il est en tête des sondages parce que finalement, de ce qu'on peut observer, la voix que porte le Rassemblement national est considérée par la plupart des opposants aujourd'hui comme étant la principale voie d'opposition. C'est-à-dire que c'est considéré comme étant la première opposition aux Français. Et en fait, ce qu'essaye de faire le Rassemblement national, c'est donc de transformer cette élection européenne en un référendum, qu'ils le disent, pour ou contre Emmanuel Macron. Et si vous votez contre, vous votez RN. Et effectivement, quand on regarde le bilan de François-Xavier Bellamy, il est exemplaire sur le plan européen. C'est-à-dire qu'il y a pour le coup, il y a vraiment rien à dire, à part effectivement quelques lois comme le pacte asile et migration qui a été voté tout récemment. Mais cela étant, dans l'ensemble, c'est vrai que François-Xavier Bellamy, il a travaillé. Jordan Bardella n'a pas travaillé au Parlement européen. Lui, dans l'absolu, encore une fois, c'est un chef de parti.
Et effectivement, le complément d'enquête n'a pas révélé grand-chose, mais c'est vrai qu'il a appuyé sur le point où ça pourrait faire mal pour les prochaines élections, c'est-à-dire que effectivement le bilan européen n'est pas existant. En revanche, le bilan national du Rassemblement national, c'est-à-dire que s'ils arrivent effectivement à transformer cette élection en référendum, là, il pourra effectivement dépasser les 30%. 30 secondes, Génération Poès, vous partez avec qui? Glucksmann ou Manon Aubry? Alors nous sommes en pleine négociation avec nos partenaires, même si on se dirigerait vers un accord prochain. Mais je dirais tout simplement que la gauche a le devoir historique de proposer un autre projet de société. Ce ne sera pas le cas aux Unions européennes, faute d'union, je le regrette. Mais j'invite quand même à voter pour ces députés européens qui se sont montrés le plus combatifs, qui ont déposé le plus d'amendements et qui ont été le plus actifs ces merci à tous dernières les années. quatre et Merci. à très bientôt. Merci beaucoup de votre invitation.